poursuivons cette discussion en plateau sur le plan des marchés et de l'investissement avec Laurent Denise, Global CIO d'Oddo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour Grégoire. On est habitué sur les marchés à voir le monde changer parfois très vite. À ce titre-là, quels sont les enseignements que vous retirez des 15 derniers jours qui ont été intenses en événements et qui semblent avoir changé la donne ? Je vous le concède, c'est clair que là, en 15 jours, on est passé d'une possible surchauffe aux États-Unis avec un taux terminal qui pouvait aller jusqu'à 6% chez certains stratégistes, à, effectivement, on vient d'en parler, peut-être un revirement côté des banques centrales et puis une instabilité financière, effectivement, qui pose énormément de questions et qui va avoir des conséquences. La question, elle est là, parce qu'on ne va pas revenir sur les événements. Quelles sont les conséquences ? Le premier, en fait, il y a plusieurs mécanismes de transmission. Le premier, c'est la confiance. La confiance au niveau des ménages. Donc, en fait, on sait que la croissance était portée par la consommation qui tenait. Donc, un taux de surépargne, finalement, dans lequel les ménages avaient pioché. On avait 2400 milliards de dollars. On en était encore à 1400 milliards de dollars. Donc, cette surépargne, elle était encore présente. Et puis, la capacité à retrouver aussi recours au crédit. Et donc là, on a vu aussi des taux de crédit remonter, donc une consommation qui tenait. Là, on peut quand même s'interroger sur la capacité du consommateur américain, qu'il soit corporate ou ménage, à tenir la barre. Première chose. Ça a des conséquences sur les capex des sociétés, etc. Et le deuxième, c'est la transmission du crédit. Ça a été évoqué juste auparavant. Et effectivement, là, on peut quand même considérer que le système bancaire américain va mettre la pédale sur le frein. Ouais. Et effectivement, il y a des distorsions entre les banques régionales, les banques plus faibles, et les banques, les plus grosses banques qui avaient déjà commencé à le faire. Mais je rajouterais, pas simplement sur les corporates, aussi sur le crédit hypothécaire. Et c'est là aussi, attention, il y a aussi un effet richesse avec un effet boucle sur le crédit hypothécaire et sur un effet richesse sur le fait que l'immobilier peut continuer à baisser et donc la consommation altérée. On voit qu'en fait, tous ces paramètres interagissent les uns avec les autres. Quelle sera la conséquence pour les banques centrales ? Ça vient d'être évoqué. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi ? Parce que, et je citerai Jean Baudin, il n'a de richesse que d'homme. Quelle est la richesse d'une banque centrale ? C'est sa crédibilité. Non, mais vraiment, il ne faut pas oublier ça. On a eu les PMI là, en zone euro, et quand on regarde la croissance aux États-Unis, on peut estimer, on a commencé à modéliser un petit peu, et c'était la question que vous posez, quel va être l'impact un peu de ce resserrement du crédit. Crédit crunch total, prenant l'historique, Lehman, 3 à 4% en fait de croissance en moins. On arrêterait de prêter intégralement là, sur le reste de l'année, ça sera à peu près 2%. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 0,5%, ce qu'on devrait subir en termes de choc. En zone euro, on est à 0,5 de croissance, donc on revient à 0, mais on n'est toujours pas en récession. On va peut-être tomber en récession, mais le reste modéré. Et puis aux États-Unis, on était, encore une fois, je reviens sur mon premier propos, sur une croissance autour de 1%. Donc on sera à 0,5. Est-ce qu'on est dans une perspective de décélération forte ? Pas complètement. Donc est-ce que les banques centrales vont pivoter ? Elles vont certainement, je suis d'accord, elles vont atteindre un taux maximum. Voilà. Mais derrière, est-ce qu'elles vont baisser les taux ? Et ce qui est pressé là sur les taux à 2 ans, c'est 1,5% de moins qu'il y a 10 jours. Vous parlez de monde qui a changé. J'ai jamais vu ça. Ça fait 30 ans, mais je n'ai jamais vu une rotation comme ça. Donc oui, le monde a changé. Il va falloir adapter effectivement notre allocation par rapport à ça. Mais ce que vous dites, à ce stade, le choc bancaire régional américain et la dose de resserrement supplémentaire qu'il implique dans le système nous fait pas basculer non plus dans un scénario de crash économique total où la question de l'inflation serait complètement évaporée, dissipée, disparue du jour au lendemain. Absolument. Absolument, parce que la réserve d'épargne, elle est passée de 0 à 5%. C'est-à-dire que la rémunération, en fait, vous permet de consommer et de limiter un petit peu la baisse de pouvoir d'achat. De l'autre côté, en fait, le durcissement des conditions financières qui vient des banques, c'est pas le seul observé. Puis quand on regarde les taux d'emprunt des sociétés, en fait, oui, les spreads de crédit, les primes de risque ont monté, mais les taux ont baissé. Donc finalement, on a un effet de balance qui ne rend pas non plus les conditions de crédit hors bancaire vraiment, je dirais, qui n'augmentent pas en fait, le risque. Donc oui, mais attention, on est dans une instabilité très importante, et vous l'avez évoqué, Deutsche Bank, les maillons faibles, et on peut avoir des réminiscences du
tremblement de terre qu'on vient d'avoir. Très bien. Mais il y a quand même des paramètres macroéconomiques derrière qui sont relativement forts, les démographies américaines, la surépargne, etc., la force du marché du travail qui font, et c'est la même chose en Europe, qui font qu'aujourd'hui, et sans parler du redémarrage de la Chine, qui est en train d'accélérer, voilà, les conditions financières, effectivement, il y a une certaine désynchronisation, et c'est peut-être ça, c'est peut-être le mot désynchronisation qui est important, mais il n'y a pas vraiment d'accélération, de détérioration énorme aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle ne va pas se passer, parce que c'est basé sur la confiance, mais pour l'instant, oui, à ce stade, oui. Et encore une fois, on explique comment en 15 jours, le monde peut changer complètement pour les investisseurs. Ce que vous décrivez là, vous l'avez retrouvé dans l'équilibre de la communication d'un Jérôme Powell cette semaine ou d'une Christine Lagarde la semaine dernière, oui, tout à Laurent. fait. En fait, on ne veut pas faire paniquer les marchés. Pourquoi ? Parce que notre mandat, c'est de lutter contre l'instabilité financière, mais aussi contre l'inflation. Il faut revenir, on a une inflation cœur en Europe qui est juste pas tenable. Donc c'est le mandat de la BCE, c'est son mandat premier, de lutter contre cette inflation. Si on revient vers les 3%, peut-être, mais on n'en est pas là. Alors, et bien évidemment, on anticipe que, effectivement, la demande de crédit, et là, ça va être... Parce que, encore une fois, en montant les taux, qu'on lutte contre une inflation qui est essentiellement exogène. En revanche, on va effectivement avoir un épisode où les banques vont moins prêter qui va aider les banques centrales. Est-ce qu'effectivement, ça peut changer la donne ? Peut-être, mais on n'en est pas là. Et donc la crédibilité, encore une fois, c'est de lutter contre l'inflation. Donc oui, et encore la BCE a un effet de décalage. Donc en fait, la BCE va continuer à monter ses taux. J'en suis quasi persuadé. On n'en est peut-être pas là aux États-Unis, mais là encore, en mouvement de capitaux avec des mouvements de change. On l'a vu, alors là, ça s'est un petit peu altéré là récemment, parce que le dollar est passé de 1,10 à 1,07 aujourd'hui. Mais en fait, il va falloir regarder les mouvements de change aussi. C'est le fameux principe de séparation. Il y a la politique monétaire destinée à lutter contre l'inflation, en l'occurrence aujourd'hui, et puis la gestion du risque pour la stabilité financière qui se fait par les banques centrales avec d'autres superviseurs et d'autres autorités publiques. Et c'est bien aujourd'hui l'idée que les banques centrales vont essayer au maximum de dissocier ces deux objectifs avec des outils différents peut-être pour poursuivre ces deux objectifs à la fois. Absolument, il faut avoir recours à ces outils. C'est juste, ça va quand même mettre tellement de bruit en plus dans la tête des investisseurs, parce que tout le monde est déjà un peu schizophrène, mais alors, si on a des banques centrales qui vont nous dire on continue de monter les taux, mais en même temps on est très attentif et on n'est pas indifférent à ce qui se passe, et donc on va faire remonter un peu notre bilan, etc., ça brouille encore plus les choses. Ah oui, non mais enfin, je veux dire, ça brouille les choses, c'est volatilité, c'est ce que je veux dire en termes de marché. Et donc ça veut dire qu'il faut diminuer votre budget de risque. En fait, il y a tellement d'incertitudes, les banques centrales sont prises entre le marteau et l'enclume, on va dire les choses simplement. Et donc, effectivement, après, quelle est la part de la décélération ? Est-ce que cette instabilité financière est contenue ou pas ? Est-ce qu'effectivement, on a vraiment une contagion sur les maillons faibles ? Mais Deutsche Bank aujourd'hui, vous avez mentionné Deutsche Bank, très bien, moins 10%, moins 12%, les primes des CDS, donc des crédits difficiles, la rémunération qui est liée en fait au coût du risque sur la partie crédit sont en train d'exploser, très bien. La banque s'est restructurée, elle a fait 6 milliards de profits. Aujourd'hui, même cette semaine, elle a racheté une partie de sa dette subordonnée. Je ne dis pas que la Deutsche Bank n'est pas à risque, mais on n'est pas dans la même configuration qu'en 2008. Non. Les banques ont été recapitalisées, il y a BAL 3 qui est passé par là. L'Europe n'est pas dans la même situation que les États-Unis, où là, effectivement, on a eu de la déréglementation avec le fait d'avoir revisité le Dodd-Frank Act. Attention quand même à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, instabilité, pas de panique. Voilà. C'est aussi un message que je voudrais faire passer. J'entends. Et d'ailleurs, les indicateurs de stress de marché, effectivement, au-delà de quelques situations très spécifiques, ne montrent pas des niveaux de panique du tout. On est à des lieux de ce qu'on a vu en 2008 de ce point de vue-là. Les obligations d'État et les swaps, par exemple, ne montent pas trop fortement. Et ça, c'est vraiment une mesure du risque bancaire qui, pour l'instant, n'explose pas. Un truc qui a changé quand même par rapport à 2008, c'est la modernité d'aujourd'hui qui passe beaucoup par les réseaux sociaux et la modernité numérique au sens large.
C'est ce qui est frappant aussi dans les situations spécifiques, que ce soit SVB ou les banques régionales américaines ou chez nous, voilà, la banque systémique suisse, Crédit Suisse ou d'autres choses. La vitesse à laquelle le risque de réputation peut se développer et se matérialiser à travers la fuite des dépôts. La vitesse à laquelle les dépôts sont sortis des banques comme SVB, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Washington Mutual, c'était la dernière faillite bancaire en 2009 aux États-Unis. 18 milliards de sorties de dépôts en 3 mois. SVB, ça a été 40 milliards en 3 jours. Ça change quand même pas mal de choses. Vous soulevez un problème majeur, c'est la digitalisation, le fait qu'effectivement les mouvements de capitaux se font beaucoup plus rapidement. Il y a ce qui s'appelait la viscosité, on avait de la fiscalité, on avait effectivement cette matérialité en fait des actifs qui faisait que ça prenait plus de temps et donc ça donnait du temps aux banques centrales, aux opérateurs de marché de pouvoir réagir. Là, c'est pas possible. Un bank run, ça se fait, mais en un quart de seconde, parce qu'il suffit d'appuyer sur un clic. Et c'est ce qu'on vient de voir. Et le risque, et vous le soulignez, il est vraiment là. Comment, en fait, quel mouvement va être opéré entre les actifs qui vont basculer des banques régionales vers les banques, les big one, les majors. Voilà. Et après, est-ce que les big one vont être attaqués ou pas? Et comment on peut répondre à une garantie totale qui n'est juste pas possible, puisque c'est basé sur la confiance et la mutualisation? J'ai pas la solution. 17 000 milliards de dépôts aux États-Unis. C'est juste impossible à garantir. Donc après, effectivement, on pose le problème de ce qu'est une banque centrale. Et je reviens sur mon propos. La banque centrale ne pourra jouer sur la confiance que si elle reste crédible. Et la crédibilité et la confiance sont vraiment les paramètres qui permettront de stabiliser les marchés. Une fois qu'on a dit tout ça, Laurent, comment est-ce que ça se traduit dans la logique d'investissement et dans les changements, j'imagine, qui ont été opérés dans les stratégies? Vous l'avez compris, on est un peu moins optimiste ponctuellement. Attention, encore une fois, on reste constructif sur si ça se calme au niveau de cette instabilité financière, parce que finalement, la macroéconomie, pour l'instant, n'a pas été complètement impactée. Donc, c'est encore une fois, quelle va être la durée de cet épisode et quel va être l'impact sur la macroéconomie. C'est vraiment indispensable de pouvoir piloter ça. Donc, pour le moment, trop de volatilité, on diminue les budgets de risque. Et on diminue quoi? On diminue la partie crédit. Pourquoi? Parce que les taux de défaut, en fait, vont être affectés. Et là, aujourd'hui, en fait, on a un décalage entre ce qui est observé, ce qui est anticipé même par les agences de rating et ce qui va être observé. Donc, on vend les obligations à haut rendement plutôt de longue duration. En revanche, sur la partie courte, il n'y a pas de mur de refinancement. Toutes les sociétés ont fait l'effort de se refinancer. Et donc, on est plutôt à l'abri. La durée en fait d'emprunt est autour de 7 ans, donc on n'a pas d'obligation des sociétés à se refinancer. Mais pour autant, on a une hausse du coût du capital, hausse du coût de financement, et donc là on va avoir des effets ciseaux sur certaines sociétés. Et donc il y a un effort à faire, et ça va être très schumpeterien, mais vraiment. Je vous prends l'exemple de Casino Carrefour. Casino est en train de partir en lambeaux, enfin voilà, donc. Mais ça signifie... Il y a un problème de levier avec Rallye, Casino. Voilà. Là, il y a un problème de levier. C'est le levier. Elle est liée au levier. Donc, effectivement, à des marges qui vont peut-être baisser et puis des coûts de financement et cet effet ciseau qui vous tue. Donc, en revanche, et je vais lier mon propos en fait à l'inflation, c'est qu'on se retrouve peut-être avec moins d'acteurs, avec des oligopoles qui viennent peut-être des monopoles et donc la capacité de ces sociétés en fait, qui sont très résistantes à maintenir des prix relativement élevés. Et donc, ça reboucle. On reboucle avec la crédibilité des banques centrales. Et sur le fait que les marges des entreprises, pour certaines, ne vont pas baisser. L'inflation sur les prix alimentaires, puisqu'on a pris l'exemple de Casino et Carrefour, ne vont peut-être pas baisser aussi rapidement que prévu. Attention quand même à un temps en fait qui effectivement après il y aura de la disruption et ça va se normaliser, mais un temps où on risque d'avoir des défauts, on risque d'avoir des morts et ceux qui vont survivre en fait auront un pricing power d'autant plus renforcé que l'intensité concurrentielle aura baissé. Pour les actions, ça veut dire que les actions ne vont pas être trop négatifs en tout cas pour certains. Compliqué. Bien sûr, question de séquence, d'horizon de temps, c'est toujours ça. Alors, mais il faut qu'on arrête, Laurent. Allez-y, vite, 30 secondes. Pour compléter, attention sur la baisse de taux qu'on vient d'observer. On est quand même allé un petit peu loin. Donc, j'ai presque envie de dire, les actions en couverture du risque réel, on est prudent, mais il va falloir en racheter si ça baisse un peu. Voilà, un message un peu plus optimiste dans quelques temps.
Merci beaucoup. Terrain mouvant, hein, de toute façon, depuis 15 jours et une situation qui ne semble pas encore définitivement stabilisée, peut-être. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Denise, directeur monde des investissements d'Oddo BHF Asset Management, qui était notre invité en plateau pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.